Bonjour à tous et à toutes pour ce 12e webinaire de l'Institut français proposé en réaction à la crise sanitaire pour mutualiser les réponses du réseau face à cette crise. Alors la crise sanitaire n'est toujours pas derrière nous, mais le déconfinement a commencé et avec ce déconfinement, eh bien, la réouverture des centres de cours. Et pour en parler, nous allons accueillir 3 intervenants qui ont rouvert leur centre de langue et qui vont partager leur expérience, comment ils ont mené cette réouverture, quelles sont les réactions des enseignants, les réactions des apprenants par rapport à cette situation nouvelle. Donc, aujourd'hui, nous allons accueillir Martin Beyer, directeur de l'Alliance française de Busan en Corée du Sud. Donc, bonjour Martin. Bonjour. Bonjour de Corée. Voilà. Nous allons également accueillir Simon Gilmer, directeur et enseignant de l'Alliance française de Pardubice et de Bohême orientale en République tchèque. Bonjour Simon. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour de République tchèque. Et Stéphane Giraud, responsable marketing des cours à l'Institut français d'Allemagne. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous de Berlin. Et pour commencer, comme d'habitude, un petit rappel du fonctionnement de ces webinaires. Vous pouvez désactiver le son des notifications
parce que vous êtes déjà plus de 200 à poster dans le chat et qu'à chaque message, vous allez entendre un petit ting. Donc, il suffit de cliquer sur la petite cloche, voilà, pour désactiver ces sons. Et à droite de cette cloche, vous avez le chat qui sert à discuter entre vous. Vous pouvez échanger, poser des questions, mais à destination des uns et des autres. Et à côté du chat, vous avez l'onglet questions. Et là, nous vous invitons à poser les questions que vous souhaitez que nous posions aux intervenants. Martin Lafitte, qui est dans le chat, va animer et va modérer ces questions et me les fera remonter pour que je puisse les poser aux intervenants. Et finalement, à droite de l'onglet questions, vous avez l'onglet sondage et on vous invite à y répondre dès maintenant. Ça permet de mieux nous connaître et de savoir quel type de webinaire proposer à l'avenir aussi. Donc, n'hésitez pas à répondre directement aux 5 questions du sondage. Et sans plus attendre, nous allons commencer par la présentation de Martin Beyer, donc Alliance française de Busan en Corée du Sud. À toi, Martin. Bonjour encore une fois à tout le monde. Je m'appelle Martin, je suis donc le responsable de l'Alliance française de Busan en Corée du Sud. À savoir que Busan, c'est la deuxième ville de Corée. C'est une ville portuaire, une ville de 3,5 millions d'habitants. Et aujourd'hui, enfin cette année, nous souhaitons célébrer le 40e anniversaire de notre Alliance française, mais malheureusement, ça a mal commencé. Nous avons fermé nos portes le 24 février dernier en suivant les consignes du rectorat. C'est le bureau de l'éducation de la ville de Busan. Et c'était au moment où la Corée commençait à avoir des graves problèmes, devenait le deuxième pays touché après la Chine par le coronavirus. Ensuite, il y avait quand même une grande réactivité du gouvernement coréen avec la protection individuelle de chacun, chacune, des tests massifs, isolation et quarantaine des personnes infectées, traçage des itinéraires des individus à grande échelle et avec publication des itinéraires pour que le public puisse voir, éventuellement aider, se faire tester si on était proche de quelqu'un. Et puis des campagnes d'information non-stop un peu partout dans les médias, télévision, radio, web, journaux, des annonces dans le métro, affichage partout dans les immeubles, dans les ascenseurs, etc. Donc, il n'y avait pas de confinement officiel en Corée du Sud, mais une sorte de grande auto-quarantaine, je dirais, collective et solidaire. Et ça a duré 2-3 semaines, début mars. Et pendant ce temps, donc, nous étions fermés avec l'Alliance française et nous avons essayé plusieurs tentatives de réouverture parce qu'on se disait, voilà, ça va prendre 2-3 semaines et puis on va recommencer. Mais en suivant les consignes du rectorat, et ben le rectorat lui-même a repoussé ensuite cette date de reprise. Donc on avait toujours une perspective, voilà, on peut reprendre dans 2 semaines ou dans 3 semaines, et puis ensuite il y avait un cluster quelque part, une infection, et puis ça a retardé. Là-dessus, s'est greffé le Delft-Alf, donc une grande session prévue au mois de mars, et brusquement, avec la fermeture des écoles, des universités, eh bien, nous ne pouvions plus louer des salles pour les épreuves collectives et écrites, et donc du coup, on était obligé à Busan d'annuler cette session Delft-Alf, et puis ensuite, c'était partout en Corée, les autres alliances, l'Institut français à Séoul, ont dû faire la même chose. Donc, en arrivant au mois d'avril, donc on est toujours fermé, les professeurs sont sans travail. Eh bien, nous avons utilisé ce temps-là avec l'un de nos professeurs natifs, un français, qui est en plein temps chez nous, qui s'intéresse au digital, de préparer une alternative, donc des cours en ligne, un peu comme tout le monde.
en choisissant Zoom parce que Zoom existe avec une interface en coréen. Donc, nous avons préparé ça avec des formations en interne, avec nos professeurs. Nous avons une équipe au total de 8 professeurs qui sont tous vacataires, sauf un, donc tous vacataires et à temps partiel. Ça nous a permis de garder une cohésion de nous revoir et donc de travailler avec une perspective de futur. Puis au mois d'avril, il y avait une infection dans un hagwon, c'est une espèce de association, comme en France on dirait des associations qui organisent des activités culturelles ou qui font des cours. Et ben ici c'est des hagwon. L'Alliance française est administrativement un hagwon et donc il y avait une infection dans un hagwon et évidemment c'était un petit peu la panique à bord pour nous parce que ça peut arriver à tout le monde et puis ce hagwon a été fermé et c'est donc la grande hantise en quelque sorte quand on travaille dans une alliance française, que pas mal d'ailleurs ça nous arrive. Aujourd'hui, le 28 mai, la situation est a priori sous contrôle à Busan. Il y a eu jusqu'à ce jour 142 cas d'infection, dont 133 guérisons, 3 décès, un nouveau cas aujourd'hui. Et le tout donc pour une ville de 3,5 millions d'habitants. Bref, peu de cas de Covid à Busan, ce qui est positif, mais en même temps, donc chaque cas, chaque événement, se trouve dans l'actualité pendant plusieurs jours des fois, et voilà. Et donc ça, pour les structures, ça peut être une église, ça peut être une structure éducative. Ça a évidemment des répercussions sur l'image, sur la réputation de l'organisme. Ensuite, donc, je reviens aux professeurs, 7 professeurs vacataires chez nous qui n'ont pas eu de rémunération. Heureusement, ce n'est pas leur emploi principal, ils font seulement quelques heures chez nous, donc ce n'est pas une vie qui en dépend, mais quand même, c'est une grande préoccupation. Pour le staff administratif, petite équipe de 2 personnes, plus moi-même, plus une femme de ménage. Et bien, nous avons fait du home office entre les secrétaires pour qu'il y ait toujours une personne à l'Alliance pour répondre au téléphone, pour gérer les demandes de remboursement, pour répondre tout simplement au public et garder un contact direct, au moins audio. Et puis moi j'étais aussi à l'Alliance dans un bureau séparé et donc pour travailler, pour imaginer des scénarios futurs et puis il y a aussi la gestion financière évidemment. Alors pour les cours en ligne qui est devenu un petit peu notre sujet principal, en Corée, on ne peut pas comme ça faire des cours en ligne. Il faut une licence spéciale du rectorat pour cela. C'est un dossier administratif assez lourd. Et même s'il y avait une sorte de tolérance en cette période de coronavirus pour que les universités, par exemple, proposent des cours en ligne, il y a une tolérance. Mais nous sommes employés pour demander une licence dans la durée, pour le faire toujours, pour avoir même l'année prochaine, une alternative. Et voilà à quoi nous nous sommes employés et nous avons réussi à l'avoir fin avril. Alors fin avril, nous avions donc perdu toute une session. Chez nous, à Busan, une session de cours dure en règle générale 7 semaines, donc 2 mois. Et nous avons pu reprendre le 6 mai, c'était la date officielle qui a tenu finalement par le rectorat. Et voilà, depuis le 6 mai que nous avons relancé nos cours, donc des cours classiques en présentiel, mais aussi donc une nouvelle offre avec des cours en ligne. Au total, quand même, une baisse de 40% des inscriptions. Donc, c'est quand même inquiétant par rapport, 40% de moins par rapport à l'année dernière, même époque, et surtout une absence de nouveaux étudiants. Si nos étudiants fidèles dans les cours avancés sont revenus,
et ben, les nouveaux étudiants qui veulent peut-être découvrir la langue française, mais qui n'en savent pas trop encore, qui connaissent pas encore nos professeurs, et ben, on a un problème, en tout cas actuellement, on espère que ça sera pas un problème qui va durer. Pour notre programmation culturelle, tout a été annulé depuis fin février. Nous avons juste proposé l'offre gratuite Culture Tech de l'Institut français et je remercie l'Institut français d'avoir offert cette possibilité, cette offre qui dure jusqu'à fin mai. Nous avons également participé à la fête du court-métrage Édition Maison. Et puis, nous n'avons rien fait, malheureusement, pour le 50e anniversaire de la francophonie, ce qui est bien triste. Dans tout ça, la priorité numéro 1, c'était d'appliquer et maintenir la sécurité sanitaire. Donc, il y a une inquiétude au niveau du personnel aussi, l'inquiétude de chacun. Et donc, pour le protocole sanitaire, c'était en réalité très facile parce que le rectorat de Busan, comme je disais, les autorités coréennes bien préparées et très réactives, et ben très vite on a eu un protocole sanitaire avec des affiches, avec tout, et puis on peut pas échapper au quotidien. On sait comment ça fonctionne, même dans les supermarchés, il y a des lotions, des gels hydroalcooliques partout, le masque évidemment omniprésent et voilà, donc les bons gestes, laver les mains. Donc, au bout de 2 mois, en arrivant le 6 mai à notre réouverture, tout le monde était préparé. Et même nos étudiants ne posaient pas trop de questions en arrivant dans notre Alliance française. Une petite table, voilà, les accueille. Donc, il y avait pas trop de problèmes là-dessus et on savait en quelque sorte ce qu'il fallait faire pour respecter et pratiquer les bons gestes d'hygiène et de protection. On n'a pas fait de marquage de distance au sol parce que tout simplement on a peu de public actuellement. On a investi dans des thermomètres que vous voyez aussi avec les personnels d'aéroports, etc. Donc ça fait partie du protocole. Aucune personne qui mesure plus de 37,5 degrés Celsius peut entrer dans l'Alliance française. Une mesure supplémentaire pour le DELF-DALF. Nous avons eu au mois de mai une autre session DELF-DALF avec plus d'une centaine de candidats. Et donc là, il y a évidemment beaucoup de papiers qui sont touchés. On distribue les copies du DELF-DALF. Les étudiants, les candidats se penchent là-dessus pour certains, pour le C1 pendant des heures. Et ensuite, on les ramasse. Après, il y a les correcteurs qui vont corriger. Donc là, tout le monde au niveau de notre staff était obligé de porter des gants en caoutchouc en plus. Voilà, sinon, nous avons éliminé pour l'instant la machine à café, l'accès au micro-ondes dans le coin de cuisine, donc tout ce qui peut donner l'occasion de toucher ou on veut tout simplement éviter au maximum que trop de gens touchent trop d'endroits. Et puis toujours le geste principal, le gel hydroalcoolique à l'entrée de l'Alliance française et un peu partout pour que les mains restent propres. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je trouve que le protocole sanitaire du CEP, de France Education International, c'est pas mal. Peut-être l'équipe de l'Institut français peut mettre le lien dans le chat, sinon je peux l'envoyer plus tard. Et puis j'ai vu ce matin que le ministère de la Culture a également mis en place un protocole qui s'appelle déconfinement, aide pour la reprise d'activité et de la réouverture au public. C'est sans doute une bonne base pour développer son propre protocole dans une alliance française. Voilà, sinon, je vous propose peut-être de regarder une petite vidéo de l'un de nos professeurs examinateurs DELF
du week-end dernier. Il est arrivé à l'Alliance française pour les examens et vous pouvez voir comment ça s'est passé. Bonjour Martin. Bonjour Tony, bienvenue à l'Alliance française de Busan. Merci. Pour cette grande journée de DALF dans notre centre. Voilà, allez-y, entrez. Attention cependant, Anthony, il y a une nouvelle procédure. Il faut s'inscrire dans un registre et avant cela, je vais vous demander de vous laver les mains avec une lotion hydroalcoolique. On va prendre votre température. Et puis, il faut s'inscrire dans le registre avec votre numéro de téléphone au cas où les autorités coréennes auraient besoin de retracer les parcours des personnes qui sont passées dans nos locaux. Merci. Voilà, c'était Tony qui fait partie de notre équipe d'examinateurs d'ELF-DALF. Et donc, vous avez vu, il y a ce thermomètre voilà, qu'on a partout maintenant en Corée et je pense dans tous les autres pays. Donc, c'est un investissement, coûte à peu près 80 €. Nous en avons deux au cas où il y en aurait un qui tombe en panne ou quand il y avait le DELF-DALF, voilà, on était dans deux endroits différents, les cours à l'Alliance et puis les examens dans un autre lieu. Donc, il fallait bien investir dans deux appareils. Donc, tout à l'heure, j'ai dit, voilà, la priorité numéro un, c'était la sécurité sanitaire. Et la priorité numéro 2, maintenant, c'est comment retrouver du public, comment trouver notamment des nouveaux étudiants. Tout le monde est quand même inquiet, même si la Corée se porte très très bien en comparaison internationale, ben, il y a quand même toujours des clusters, toujours des inquiétudes et donc, il y a aussi des gens qui ont tout simplement perdu leur travail, donc des difficultés économiques qui se rajoutent aux problèmes sanitaires. Donc voilà, je cherche actuellement en tant que responsable des arguments pour mieux pouvoir vendre la langue française parce que le voyage romantique à Paris, ben, ça n'existe plus pour le moment. Et ce que, voilà, pour, nous essayons donc de développer, de perfectionner notre offre de cours en ligne. Mais là encore, voilà, nous tombons sur nos limites financières, limites des moyens financiers actuellement, parce qu'il faudrait faire du marketing, il faudrait faire du bon marketing, il faut avoir un produit de qualité. Tout ce qui touche au numérique en Corée, c'est extrêmement bien développé, c'est quand même le pays de la 5G, et donc on ne peut pas être approximatif dans ce domaine-là. Donc actuellement, nous portons une grande attention sur la formation de nos enseignants pour bien maîtriser voilà, les outils. Mais après, la grande question, ça sera qu'est-ce qu'on peut mettre dans le marketing et est-ce qu'on pourra mobiliser un nouveau public pour entrer en contact avec nous, peut-être grâce aux cours en ligne. Donc, on va mettre un accent sur les cours en ligne avec les grands débutants. Mais voilà, en demandant au moment de la réouverture, les premiers cours, quand j'ai fait la tournée des salles, voilà, quand j'ai parlé des cours en ligne, il y avait aussi une réaction des Coréens qui étaient, voilà, non, on est tellement envahi par les digitales actuellement, on passe déjà tellement de temps devant l'écran, donc il y a comme un petit peu comme une overdose de numérique et peut-être même un ras-le-bol par moment. Et donc, les étudiants qui sont actuellement dans l'Alliance, eh ben, ils veulent être comme ça physiquement dans l'Alliance.
voilà, donc il y a aussi un petit peu une méfiance, par moment, un préavis négatif sur les cours en ligne parce que beaucoup d'universités actuellement en proposent, beaucoup de professeurs s'inventer en professeurs en ligne dans très peu de temps. Souvent, le résultat n'est pas très très bon au niveau de la qualité et donc voilà, il y a une critique actuellement en Corée, beaucoup de critiques par rapport aux cours en ligne, notamment dans les universités. Donc avec l'Alliance française et je pense pour l'Institut français c'est pareil, voilà, on se doit une très grande qualité et il faut que ça soit excellent. Et voilà, nous travaillons là-dessus. Je vous propose peut-être de voir une autre vidéo avec deux étudiantes coréennes de nos cours qu'on a interrogées il y a quelques jours pour, voilà, pour leur poser la question pourquoi revenez-vous à l'Alliance française maintenant? Ne craignez-vous pas de vous infecter chez nous? Voilà, peut-être ça vaut la peine de les voir, de les écouter. Parce que je voudrais continuer à étudier le français. Et l'Alliance française, c'est une institut qui est certifié à apprendre le français à Busan. Donc j'ai décidé de revenir à l'Alliance française, même s'il y a des situations exceptionnelles de sanitaire. Oui, je pense que l'Alliance française, il y a des professeurs certifiés et connus aussi. Donc je préfère de venir à l'Alliance française et étudier ici. Il y a des cours en ligne aussi et il y a beaucoup de cours alternatifs dans cette situation. Mais moi personnellement, je préfère d'étudier avec un professeur directement parce que quand je viens à étudier à l'Alliance française et physiquement je suis là et je peux faire l'interaction avec mon professeur et c'est mieux pour moi à apprendre le français et améliorer. Au début, bien sûr, j'avais beaucoup de peur, mais je ne veux pas rester chez moi toute la journée, tous les jours, parce que à cause de cette situation, et surtout maintenant, c'est beaucoup mieux qu'avant. Ça veut dire, la situation chez nous, c'est devenu plutôt stable maintenant, et, et surtout quand la situation était sérieuse, c'était fermé, mais maintenant, ça va. Il n'y a pas grand problème maintenant. Parce que quand je viens à l'Alliance française, on fait la température et aussi je me lave les mains de suite et on toujours porte des masques. Donc je pense qu'il n'y a aucun problème. Voilà, donc deux étudiantes de nos cours DELF C1 actuellement à l'Alliance française. Voilà, donc moi, je pense que voilà, ces interventions montrent qu'on dispose d'un bon capital image, une bonne perception. Il y a une bonne perception de la marque, du label Alliance française, et une compétence reconnue par rapport à l'Alliance et les professeurs. Il y a une des étudiantes qui parlait, voilà, les professeurs sont certifiés. Donc ça, c'est ici en Corée, c'est très important, les diplômes, le parcours universitaire. Et donc de ce point de vue-là, l'Alliance inspire toujours de la confiance. Et puis il y a la valeur humaine. Donc les gens, ils ont quand même envie de venir à l'Alliance française parce qu'on est peut-être, on a ce petit plus, hein, parce qu'on fait des activités culturelles aussi. Il y a des rencontres conviviales. On essaie de chercher, de créer du lien, d'informer les étudiants, ceux qui ont un projet personnel pour partir en France. Donc voilà. À partir de là, maintenant en tant que responsable, voilà, je peux réécrire mon projet d'établissement. Voilà, c'est ce que j'ai à dire et je voudrais bien répondre à des questions s'il y en a. Merci.
mais je pense que c'est des questions qui vont vous concerner tous les trois. Et on va peut-être les garder pour la suite de vos trois interventions. Et comme ça, vous pourrez répondre tous, d'accord, et compléter éventuellement ce que vous avez dit dans chacune de vos interventions. Merci beaucoup pour ce point sur la situation à Busan, à l'Alliance française de Busan, en Corée du Sud. Maintenant, donc nous allons accueillir Simon Gilmer qui va nous parler de la situation en République tchèque pour l'Alliance française de Pardubice, qui donc a réouvert ce lundi. Quelque chose de tout neuf. Simon. Oui, merci beaucoup, Jérôme. Et donc, je me présente, je m'appelle Simon Gilmer, je suis le directeur de l'Alliance française de Pardubice en République tchèque. Tout d'abord, je souhaite remercier l'Institut français, Jérôme, l'Institut français, de nous donner la possibilité, l'opportunité de me donner la possibilité d'intervenir et de témoigner aujourd'hui, témoigner au nom de l'Alliance française de Pardubice, mais témoigner également au nom du réseau des Alliances françaises de République tchèque. Donc nous avons eu le plaisir de pouvoir ouvrir de nouveau nos portes depuis lundi 25 mai. Et donc avant de parler du déconfinement, avant de parler de cette réouverture, je souhaiterais présenter le contexte et vous expliquer quelle alliance, pour que ce soit clair pour vous, quelle alliance nous sommes. Donc nous sommes une alliance de taille moyenne. Nous avons nos locaux dans un bâtiment partagé avec deux autres centres de langue, dans le centre de la ville de Pardubice. C'est dans la maison européenne de la ville. Donc c'est un bâtiment municipal donc partagé avec le British Center et le Goethe Centrum. Donc c'est important de préciser cela. On verra ensuite par rapport à la question de la possibilité d'ouvrir de nouveau. Donc alliance de taille moyenne, nous enseignons uniquement et nous travaillons essentiellement avec des adolescents et avec des adultes. Nous avons une petite médiathèque. Nous organisons bien entendu des événements culturels réguliers et nous sommes centre d'examen d'ALF. Voilà, c'était un petit commentaire autour du contexte et de qui nous sommes. Donc nous sommes ouverts de nouveau depuis lundi, depuis le 25 mai. Et nous avions fermé nos portes le 13 mars. Donc 2 mois et demi de fermeture, 2 mois et demi de confinement. Donc justement, avant de parler de déconfinement, essayons de comprendre quel a été le confinement en République tchèque. Le 10 mars, le gouvernement tchèque décide de la fermeture de toutes les écoles du pays, les écoles publiques, écoles privées, écoles, collèges, lycées, universités. Nous n'entrons pas dans la catégorie en tant qu'Alliance française d'écoles, donc nous ne fermons pas ce jour-là. Mais 3 jours plus tard, le 13 mars, le vendredi 13 mars, le gouvernement tchèque décrète l'état d'urgence et décide d'un confinement pour une période d'1 mois renouvelable. Donc nous sommes amenés à fermer nos portes, nous fermons nos portes le 13 mars. L'urgence à ce moment a été de passer à une offre de cours à distance. Donc le 13 mars, nous prévenons bien entendu tous nos étudiants de l'annulation des cours, de la mise en suspension des cours, et nous commençons à travailler, à réfléchir à une offre de cours à distance, de cours en ligne. Donc nous mettons environ 15 jours, 3 semaines pour proposer des cours en ligne. Merci Jérôme. Pour proposer des cours en ligne, dans 15 jours pour mettre en place ce nouveau format de cours pour nous, notamment pour les cours de groupe. Nous réussissons à mettre en place ce nouveau format de cours, notamment grâce à l'aide du réseau des alliances françaises. Pendant cette période de confinement, nous terminons notre second trimestre de cours et donc nous lançons un 3e trimestre. Ce 3e trimestre de cours, nous le proposons en ligne au départ et nous expliquons à nos étudiants que nous reprendrons les cours en présentiel au moment de la réouverture de l'Alliance. Donc nous sommes environ mi-avril à ce moment-là. Nous ne savons pas à cette date, à quelle date nous pourrons ouvrir de nouveau nos locaux.
50% de nos étudiants décident de continuer. Les autres ne souhaitent pas continuer les cours en ligne. Pourquoi? Comme le disait Martin, mais je pense que c'est le cas pour la majorité des alliances françaises dans le monde, nos étudiants étudient le français pour le plaisir. Ils étudient le français pour le plaisir, ils viennent à l'Alliance pour chercher une atmosphère, pour trouver une atmosphère particulière. Et donc, ils ne se retrouvaient pas dans cette offre de cours en ligne. Et donc, tous nos étudiants à ce moment-là nous expliquent qu'ils reprendront avec plaisir les cours à partir avec la réouverture des locaux. Donc, nous, ça nous met une petite pression quant à la date de réouverture de nos locaux. Le confinement en République tchèque. Le confinement en République tchèque, l'évolution est plutôt positive. Le pays est très peu touché par l'épidémie et en particulier la région de Bohême orientale. Donc le 13 mars, le gouvernement, comme je l'ai dit, a décrété l'état d'urgence. Un peu plus d'un mois plus tard, le 20 avril, le gouvernement tchèque annonce un déconfinement progressif. Donc quel déconfinement? Donc plusieurs éléments vont nous permettre de réfléchir, de travailler à ce déconfinement, comme vous le voyez sur le visuel présenté. Donc tout d'abord les directives des autorités tchèques, les directives des autorités locales, l'échange avec les collègues des alliances françaises de République tchèque et finalement donc la décision de l'Alliance. Concernant les directives des autorités tchèques, elles sont assez floues au mois d'avril, assez floues en ce qui concerne le statut de notre école, le statut de l'Alliance française. En tant qu'Alliance française, nous n'entrons dans quasiment aucune catégorie. Donc nous sommes confrontés à un flou juridique lorsque nous devons réfléchir à une future réouverture de nos locaux. Nous sommes une école de langue privée et donc nous entrons dans cette catégorie des écoles de langue privées en République tchèque. Et or, il n'y a pas de calendrier de déconfinement pour ces écoles de langue privées. Il y a un calendrier de déconfinement prévu pour les écoles de langue d'État. Les écoles de langue d'État en République tchèque peuvent réouvrir à partir du lundi 11 mai pour des cours individuels et à partir du 25 mai pour les cours de groupe avec maximum 10 apprenants. Donc, nous sommes toujours fin avril. À ce moment-là, nous pensons pouvoir ouvrir de nouveau le 11 mai, mais nous n'en sommes pas certains. Nous n'en annonçons rien. Nous n'en annonçons rien à nos étudiants, nous n'en annonçons rien à nos membres parce que nous ne voulons pas revenir en arrière après avoir pris une décision. Le deuxième élément, comme je l'ai dit, c'est les directives des autorités locales. Donc la République tchèque est un pays assez décentralisé et il faut souvent trouver des réponses administratives au niveau micro, au niveau local. Donc dès l'annonce du déconfinement progressif par l'État, par le gouvernement tchèque, nous sollicitons les autorités locales pour savoir si la maison européenne dans laquelle notre alliance est logée, hébergée, ouvrira de nouveau et à partir de quelle date. Nous obtiendrons cette réponse uniquement mi-mai, il y a environ 2 semaines. Et donc la maison européenne ouvre de nouveau à partir du 18 mai. Donc ça nous donne la possibilité de réfléchir concrètement à cette réouverture. Pendant toute cette période de préparation du déconfinement, nous travaillons en collaboration étroite avec nos collègues allemands et nos collègues anglais avec qui nous partageons la Maison européenne de la culture. Et pour information, le British Center a ouvert le 18, donc la semaine dernière. Le Goethe Institute réouvre cette semaine. Donc nous n'aurions pas pris la décision d'ouvrir de nouveau si nous n'avions pas été en accord avec ces 2 autres centres de langue. Le troisième élément qui a été extrêmement important pendant la période et pendant la préparation de ce déconfinement, et même avant, pendant la période de confinement, c'est l'échange que l'on a pu avoir avec le réseau des alliances françaises de République tchèque. Il y a 6 alliances françaises en République tchèque, une coordinatrice, Virgilia, à Prague. Et donc nous avons travaillé pendant la période en étroite collaboration pour échanger des idées, pour échanger des commentaires, des informations. Cette solidarité, cet échange quasi quotidien a été extrêmement important
pendant la période du confinement, pendant la mise en place des cours en ligne, mais également pendant la préparation du déconfinement. Et pour information, les alliances françaises de République tchèque, la majorité, 5 des 6 alliances de République tchèque, ouvrent de nouveau, ou ont ouvert de nouveau depuis le 25 mai. La décision finale, alors c'est le slide encore d'avant, pardon, la décision finale de réouverture, nous la prendrons avec le conseil d'administration de l'Alliance. Bien entendu, avant de prendre la décision de réouverture, nous solliciterons l'équipe enseignante. Parce qu'en tant que directeur, je me voyais mal ouvrir de nouveau une autre école en forçant, bien entendu, des enseignants à reprendre des cours s'ils ne se sentaient pas en sécurité ou s'ils ne se sentaient pas capables de reprendre. Donc, nous sollicitons l'équipe enseignante dès que nous avons une date concrète et la majorité des enseignants souhaitent reprendre en présentiel les cours, acceptent de reprendre en présentiel à partir du 25 mai. Quelle réouverture concrètement? Donc, pourquoi nous pouvons rouvrir? Donc, il y a 3 éléments qui nous ont confortés dans l'idée de prendre cette décision d'ouvrir de nouveau. Premièrement, comme je l'ai dit, c'est l'autorisation des autorités municipales, le fait que nos collègues allemands et anglais ouvrent de nouveau quasiment à la même date. Le deuxième élément qui nous permet d'ouvrir de nouveau nos portes, c'est le nombre limité de groupes que nous avons. Le nombre limité de groupes que nous avons nous a permis d'arranger l'emploi du temps des salles et d'éviter que différents groupes soient au même moment dans les locaux et surtout d'éviter que un maximum de nombreuses personnes se retrouvent en même temps dans les couloirs ou à côté des sanitaires de nos locaux. Et dernier élément qui nous permet d'ouvrir de nouveau et qui nous conforte dans cette idée d'ouvrir de nouveau, c'est les effectifs limités. Depuis la période du confinement et depuis la reprise de ce 3e trimestre en ligne, et le fait que nous ayons perdu des étudiants fait que nous avons des groupes de maximum 6 apprenants. Donc le fait d'avoir 6 apprenants dans les classes nous permet de pouvoir respecter des règles sanitaires, notamment cette règle de distance physique entre les personnes pendant les classes. Et justement, comment nous rouvrons? Et donc, parlons maintenant des règles sanitaires que nous mettons en place. Donc, nous avons préféré expliquer et suivre 3 règles fondamentales et communiquer un maximum autour de ces 3 règles principales que sont premièrement le masque, deuxièmement la distance, troisièmement la désinfection des mains. Concernant le masque, donc le masque est obligatoire à l'entrée dans nos locaux. Donc le masque est obligatoire à l'entrée dans les locaux de l'Alliance française. Alors je ne l'ai pas dit quand je parlais du confinement, mais la République tchèque est un des premiers pays, et le premier pays en Europe à avoir rendu obligatoire le port du masque dès le début du confinement. Donc les étudiants que nous avons sont habitués à porter ce masque, ils ont leur propre masque et cela ne pose pas de problème quant à l'application de cette règle. Donc le masque est obligatoire à l'entrée de nos locaux. Dans la salle de classe, nous n'obligeons pas nos étudiants à porter le masque. Nous privilégions la distance physique entre les étudiants. Donc comme je l'ai dit, les salles et le nombre limité d'apprenants par groupe nous permet de pouvoir respecter ces distances physiques d'1,50 m, 2 mètres entre chaque personne, entre chaque apprenant et enseignant. Et donc, le fait de privilégier la distance physique au port du masque pendant les leçons, c'est quelque chose qui a été développé, par l'éducation tchèque et par les écoles élémentaires tchèques qui ont repris depuis le mois de mai également. Dernier élément,
Deuxième élément, pardon, la distance physique. Donc la distance physique, 1 mètre, 1 mètre et demi, 2 mètres entre les apprenants, entre apprenants et enseignants dans les salles de classe. Nous avons réorganisé les salles de classe pour permettre aux apprenants de pouvoir directement s'asseoir sur un espace, à une chaise qui permet de respecter cette distance. Donc nous avons enlevé des chaises de certaines classes pour éviter justement que les apprenants, notamment les apprenants les plus jeunes, en entrant dans la classe, se mettent l'un à côté de l'autre. Et dernier élément après le masque, le port du masque et la distance physique, c'est la question de la désinfection des mains. Donc nous avons, comme en Corée, comme à Busan, nous avons installé à l'entrée de l'Alliance un stand qui permet de nettoyer ses mains, de désinfecter ses mains à l'entrée dans nos locaux. Donc nous mettons à disposition du gel hydroalcoolique et nous mettons également à disposition des serviettes à usage unique. Autour de ce stand, nous avons installé un visuel expliquant ces règles élémentaires à respecter, règles élémentaires d'hygiène à respecter dans nos locaux. Il y a ensuite des éléments complémentaires concernant ces règles d'hygiène. Les éléments complémentaires sont le fait d'aérer les salles. Donc nous avons demandé à nos enseignants après chaque leçon d'aérer les salles, si c'est possible, si le temps le permet, d'aérer, de laisser les fenêtres ouvertes pendant les leçons. Nous désinfectons les tables après chaque leçon et nous avons également augmenté le rythme de nettoyage de nos locaux, le rythme de nettoyage de l'Alliance par rapport à une période normale. Dernier élément par rapport à cette réouverture, c'est la question de la communication. Il a été important pour nous de bien communiquer, de communiquer un maximum avec nos membres, avec nos enseignants, avec nos apprenants pendant la période de confinement et pendant l'organisation, la préparation du déconfinement. Concernant les enseignants, je l'ai déjà expliqué, nous les avons sollicités individuellement pour savoir s'ils se sentaient capables de reprendre les cours en présentiel. Tous ont accepté avec le sourire. Concernant les apprenants, nous avons individuellement contacté chacun de nos apprenants en posant la question, en demandant est-ce que vous souhaitez reprendre en présentiel ou continuer en ligne. La grande majorité de nos apprenants souhaitent reprendre en présentiel. Donc 80% des apprenants reprennent leurs cours en présentiel depuis cette semaine, depuis lundi. Concernant les groupes, une question se posait, que fait-on avec un groupe dans lequel 5 apprenants souhaitent reprendre en présentiel et un des apprenants ne souhaite pas. Nous avons dès le départ décidé que si un des apprenants du groupe ne souhaitait pas reprendre en présentiel, on continuait le cours en ligne. Et cette situation s'est avérée pour un groupe d'adolescents, des parents d'une adolescente ne souhaitait pas que leur fille reprenne en présentiel. Donc nous avons expliqué aux autres parents la situation et le cours continue pour le moment en ligne. Alors ensuite, concernant la communication, donc communication individualisée, le deuxième élément concernant la communication, c'est la communication générale. Donc nous avons communiqué pendant la période de confinement de façon positive sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet. Depuis la décision de la réouverture, depuis la décision du déconfinement, nous avons également communiqué toujours avec le sourire et toujours de façon positive sur nos réseaux sociaux. Et nous avons expliqué les règles sanitaires établies le plus clairement possible sur les réseaux sociaux et dans un mail général à tous les membres de l'association. Dans les autres AF de République tchèque. Donc, dans les autres AF de République tchèque, comme je l'ai dit précédemment, la décision de réouverture a été
pour la même date, donc le 25 mai. Donc les alliances de Pilsen, de Bohème du Sud, d'Ostrava et de Liberec ont décidé, comme nous, d'ouvrir de nouveau à partir du 25 mai. Toutes ces alliances ont décidé de la réouverture après consultation avec des juristes membres ou non membres des conseils d'administration. Nous avons ici à Pardubice, nous avons, comme je l'ai dit précédemment, pris la décision d'ouvrir de nouveau après avoir l'autorisation officielle de la municipalité. Une des alliances de République tchèque, l'alliance de Brno, a décidé d'ouvrir un peu plus tard, donc d'ouvrir à partir du 8 juin. La raison principale est la taille de l'alliance qui est plus importante que les autres. Et donc, ils souhaitaient attendre mi-juin pour pouvoir reprendre les cours en présentiel. Dans les autres AF, les règles sanitaires sont les mêmes concernant le masque, concernant la distance physique, concernant la désinfection des mains. Deux alliances françaises ont également décidé de mettre en place le principe du formulaire. Et donc, ces alliances ont demandent à leurs enseignants, demandent à leurs apprenants de signer un formulaire attestant que l'apprenant, que l'enseignant n'a pas de symptômes du Covid. Donc, avant la reprise des cours, ce formulaire leur a été envoyé et les apprenants, les enseignants reviennent donc lors de leur premier cours avec ce formulaire signé. Quelle réouverture? Donc, pour terminer ce petit témoignage, je souhaite parler de questions qui sont apparues et qui apparaissent encore avant donc la réouverture et depuis cette semaine avec la réouverture. La première question, c'est une question pédagogique, c'est la question des pratiques de classe. Donc, si nous avons décidé que le port du masque n'était pas obligatoire pendant les leçons, c'était évidemment pour donner la possibilité à nos enseignants et à nos apprenants de pouvoir travailler, étudier, enseigner le mieux possible et le plus sereinement possible. Mais nous nous sommes aperçus rapidement que la question de la distance physique dans les classes ne nous permet pas d'enseigner normalement. Notre enseignement et notre philosophie d'enseignement est basée sur le principe de l'interaction, le principe du jeu, le principe des échanges entre les apprenants, enseignants pendant les leçons. Cette distance physique, cette règle sanitaire nous oblige à réfléchir à de nouveaux moyens, de nouveaux moyens, de nouvelles interactions à proposer pendant les leçons. Tout simplement parce qu'il n'est pas possible de faire un mini-groupe de 2 personnes côte à côte. Donc ces questions-là, nous ne les avions pas en tête au moment de la préparation de la réouverture, du déconfinement. Elles sont apparues avec le temps, elles apparaissent depuis cette semaine. Donc l'objectif, mon objectif en tant qu'enseignant, en tant que responsable pédagogique d'enseignant, directeur de structure, sera de réfléchir à de nouvelles interactions avec les enseignants à proposer pendant les leçons. La deuxième question qui apparaît, c'est la question du recrutement des nouveaux enseignants. Donc, nous avons l'habitude de travailler avec des enseignants dits natifs, donc venant de pays francophones, pour la période estivale, pour la rentrée de septembre. Donc, une question se pose aujourd'hui, pourra-t-on, alors pour l'été, c'est certain que nous n'allons pas faire venir quelqu'un de France ou d'ailleurs, mais pour le mois de septembre, pour la prochaine année scolaire, pourrons-nous faire venir un enseignant, un stagiaire, un service civique pour compléter notre équipe pédagogique? Donc ça, c'est une vraie question qui se pose et je pense que de nombreux centres dans le monde auront cette interrogation également. Pour terminer ce témoignage, faire peut-être un petit bilan. Il est trop tôt pour faire un bilan de notre ouverture, de notre réouverture, parce que nous sommes en pleine réouverture, mais
nous avons déjà des éléments qui nous permettent de comprendre ce qu'est le déconfinement. L'idée principale, c'est que le déconfinement n'est pas un retour à la normale. Et ça, c'est très important d'avoir cela en tête. Naïvement, et personnellement, je pensais au mois de mars, quand nous avons fermé nos portes, que la réouverture au mois de mai, au mois de juin, serait le retour à la normale dans l'Alliance, dans les salles de classe. Non, malheureusement non. Pourquoi? Parce que ces règles sanitaires établies et que nous devons respecter empêchent ce retour à la normale. Donc c'est bien important d'avoir ça en tête lorsqu'on est en phase de déconfinement et peut-être expliquer aux équipes enseignantes, expliquer aux apprenants que c'est un nouveau défi. Comme le confinement a été un défi, le fait de passer à un enseignement en ligne, ça a été un défi pédagogique, un défi matériel, un défi humain. La question du déconfinement, à mes yeux, est également un défi. Et donc, il faut s'adapter à la situation, il faut apprendre à se renouveler, il faut savoir se réinventer. Et donc, dans ces questions-là, dans ce défi-là, peuvent apparaître de nouvelles dynamiques. Et c'est, je pense, extrêmement positif. Ça peut être extrêmement positif pour nos structures. Dernier élément, et pour terminer mon témoignage sur une note positive, c'est depuis lundi, tout simplement le plaisir noté chez moi personnellement de retrouver les collègues de travail, de retrouver les enseignants, de retrouver les collègues administratifs et de retrouver bien entendu les apprenants. Et ce plaisir est partagé. Les apprenants sont heureux de revenir à l'Alliance, les collègues sont heureux de reprendre leur travail, les enseignants de reprendre les cours en présentiel. Donc c'est extrêmement positif et c'est une lueur d'espoir pour toutes les personnes, pour tous les responsables de centre, les enseignants qui sont en pleine réflexion par rapport à leur future réouverture et à leur futur déconfinement. Voilà, j'ai terminé le petit témoignage, la petite présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Simon, pour ça. Et donc, oui, une réouverture, c'est de nouveaux défis, mais c'est aussi beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup de questions, mais comme je le disais, on va donc attendre après l'intervention de Stéphane Giraud, et comme ça, on aura un panorama complet des situations de nos trois intervenants, et après, pour pouvoir apporter des éléments de réponse complémentaires. Alors, Stéphane, tu nous as rejoint. Super. Est-ce qu'on commence tout de suite par des témoignages, parce que donc tu es responsable marketing des cours à l'Institut français d'Allemagne, et à ce titre, tu vas coordonner cette action auprès des multiples antennes de l'Institut français. Et Oui. donc tu as recueilli le témoignage de collègues, c'est ça? Donc, si tu veux introduire en quelques mots la vidéo. Oui, absolument. Voilà, donc on a un déconfinement progressif en Allemagne. Voilà, donc on a sollicité quelques collègues qui ont été déconfinés début mai, et puis voilà, quelques témoignages de ces collègues et d'enseignants. Je te laisse lancer la vidéo peut-être, Jérôme? Ouais. Merci. J'essaie de retrouver ici. Mis en place les règles d'hygiène imposées par le Land, aux enseignants, s'ils étaient prêts à revenir enseigner dans nos locaux. Et l'étape suivante, qui est plus délicate, plus complexe, a été d'essayer d'obtenir pour chaque groupe l'unanimité des participants. Les gens arrivent dans l'institut, ils portent tous leur masque, les enfants aussi, tout le monde. Et quand on entre dans la salle, je leur ai posé la question. Moi, je préférais faire sans masque parce que c'est trop compliqué pour faire cours. La possibilité d'utiliser une visière est intéressante parce que la difficulté à enseigner avec un masque, c'est que bien sûr,
Les apprenants ne voient pas la bouche et c'est un obstacle à la compréhension. La règle de distance à respecter entre chaque personne, 1,50 m, il faut calculer 5 mètres carrés par participant, par personne dans la salle de cours, donc participants plus professeurs, ce qui nous laisse une utilisation des salles réduite à 6 ou 8 personnes. On demande aussi aux participants, à la fin des cours, de ne pas tarder et de quitter l'établissement le plus vite possible dans les 5 premières minutes. C'est plus difficile parfois de respecter au début la distanciation, parce qu'on n'a pas l'habitude, mais ça vient rapidement. Après chaque cours, les tables, chaises et poignées de porte, etc., soient désaffectées. La semaine du 4 mai, 5 groupes sont revenus sur les 44 qui ont lieu en ce moment. La semaine suivante, 18 groupes étaient de nouveau présents à l'Institut. Et cette semaine, on est passé à environ 22 groupes. On a des classes de jeunes apprenants qui ont vraiment émis le désir de revenir très rapidement. Et donc, ce qui est certain, c'est qu'on constate une dynamique qui est plus forte pour les cours individuels ou les petits groupes. Heureux de revoir les participants qui sont ravis de revenir dans nos locaux. De mes collègues. Je vais du coup enchaîner sur ma présentation. Je vais essayer de pas répéter ce qui aurait pu déjà être précisé par les collègues, et puis je vais essayer de tenir dans le format qui m'a été imparti, là, 10 à 12 minutes. Donc on va le faire à la demande. Très rapidement, l'Institut français d'Allemagne, déjà c'est un pays fédéral, l'Allemagne. Donc 16 Länder, avec dans chaque land, Bundesland, un gouvernement, donc un ministère de l'éducation, etc., etc. Donc les règles ne sont pas les mêmes partout. Voilà, tous les petits triangles bleus sont des instituts, et tout ce qui apparaît en rouge, ce sont les anciens instituts qui ont été fermés au fil des années. Comme je vous le disais, chez nous, grosso modo, tout est tombé progressivement en cascade du 13 au 16 mai. On a basculé sur différentes plateformes. Je vous passe les détails, c'est pas le sujet du jour. Et les annonces des réouvertures par les autorités locales, donc entre le 4 mai et le 30 mai, donc dans quelques jours pour notre institut à Munich. Petit détail, mais l'un de vous l'évoquait, il n'est pas toujours facile d'obtenir des informations claires des autorités, savoir si on est considéré comme une institution culturelle ou comme une école de langue, ou au même titre qu'une école de musique, par exemple. Donc parfois, aller creuser, et donc les collègues ont parfois contacté les ministères de la santé localement pour avoir des confirmations. Et il est évident que ici, là, au niveau de l'ambassade, à notre niveau, il est important que les messages soient extrêmement clairs et le message des autorités soit bien compris. Bon, pas toujours facile. Les conditions d'une réouverture des centres de langue, on n'en a pas parlé, mais la première chose, c'est les agents. Pour ouvrir l'institut, il faut qu'une personne puisse être là pour ouvrir la porte, éventuellement répondre au téléphone. Et c'est pas évident dans la mesure où la garde d'enfants impose certains de rester en télétravail. Certains collègues sont personnes à risque. Donc première étape, ça c'est des choses qui peuvent s'anticiper avec quelques semaines, je pense. Ensuite les enseignants, pas de prof, pas de cours, comme diraient un de mes collègues. Donc deuxième point important. Et enfin les apprenants. Alors évidemment, ce travail a été fait au niveau des agents qui pouvaient revenir, qui avaient des enfants, ça c'est des choses relativement simples à gérer. Côté enseignant, on a lancé assez tôt, je crois que c'était courant début avril, je crois, ou première quinzaine d'avril. On a lancé un sondage que je vous livre ici, assez court, quelques questions simples. On leur demande dans quelle antenne ils travaillent et quel type de cours ils dispensent. Et est-ce qu'ils sont favorables à la reprise des cours à l'Institut dans le respect des gestes barrières. Je vais revenir sur ces questions dans quelques secondes. Vous voyez le sondage, grosso modo, 73% ont déclaré qu'ils étaient d'accord. Quand on rentre un petit peu dans le détail, s'agissant du type de cours pour lesquels ils pourraient intervenir, pour les cours particuliers, évidemment, 70%, et pour les cours collectifs, 50% seulement. Ce qu'on appelle chez nous les duos et trios sont des cours à 2 ou à 3. Voilà, et 20% des enseignants nous ont déclaré que non. Donc c'était un élément important pour nous.
Si on peut reproposer des cours à l'Institut, on peut le faire si les enseignants sont prêts à revenir. Le port du masque, les 3/4 des enseignants. Là, on parle d'une population d'environ 250 enseignants indépendants sur les 10 instituts français d'Allemagne. Voilà, donc les 3/4 étaient assez favorables. Dans le témoignage, vous avez entendu une enseignante parler de la visière. C'est un dispositif qu'on a très largement privilégié, qui est en train de se déployer ou qui est déjà en place, qui est beaucoup plus simple. D'ailleurs, dans le déconfiné en Allemagne, je suis passé très rapidement dessus, mais actuellement, c'est 180 000 cas et 8 500 décès. Donc, on est quand même relativement épargné. Et dans les magasins, la plupart des gens, des vendeurs, etc., ou des caissières portent une visière. C'est assez fréquent. Voilà. On leur a demandé s'ils pensaient que leurs apprenants seraient prêts à revenir prendre des cours en présentiel. Ils ont répondu oui à presque 68%. Et quand on leur a demandé la deuxième question, s'ils pensaient que réellement ils le feraient, il y a une différence de 10 points. 58% oui. Et on observe en fait globalement que le témoignage du collègue de Cologne le confirmait, c'est grosso modo on est sur environ 50% des cours qui reprennent sur l'ensemble de notre réseau, ce qui semble confirmer quand même cet indicateur. Alors, est-ce qu'on a posé la question aux élèves? C'est ce slide. Alors, le collègue de République tchèque a donc posé la question directement. Notre expérience, on a déjà fait ce type d'enquête sur différents sujets les années passées, on se rend compte que voilà, questionner les apprenants sur leurs intentions, c'est une chose. Les questionner sur leur satisfaction après avoir consommé un service, là c'est comme très différent. Et d'expérience, on pense que voilà, les questions sont moins fiables sur les intentions à revenir en présentiel. La question qu'on avait posée aux enseignants par rapport à leur groupe, finalement se rapproche un petit peu de ce qu'on peut constater en réalité dans les instituts. Et à notre niveau, donc on n'a pas sollicité directement les apprenants pour leur demander quels étaient leurs souhaits, mais on a laissé aux enseignants, donc on a misé sur la dynamique de groupe et laissé aux enseignants le choix de thématiser ce sujet dans le cours, donc en ligne, en système de visioconférence, de manière, voilà, on s'est rendu compte que les décisions qui sont prises en groupe généralement sont plutôt à l'avantage du collectif. Ça on le voit dans le sens où quand nos sessions se terminent, par exemple en juin, on fait circuler un formulaire au sein de la classe pendant les 2-3 dernières séances de cours en leur demandant s'ils souhaitent se réinscrire au cours de suite en septembre. Et généralement, ils se retournent vers les participants en leur demandant si, et toi, est-ce que tu veux faire, etc. Oui, moi je vais le faire aussi. Donc en fait, cette dynamique-là, elle marche bien et elle est plus efficace qu'une réponse un petit peu individuelle face à son écran. C'est notre expérience à nous sur le marché allemand. C'est des comportements certainement différents dans d'autres pays. Une chose qui peut s'anticiper également, c'est l'achat anticipé, enfin c'est l'achat de matériel. Ça peut se faire avec plusieurs semaines. Donc nous, ça a été lancé début avril, il me semble, une commande centralisée, donc ici depuis l'ambassade, et livrée dans nos différentes antennes. Donc des masques à usage unique, des gants, des visières, ça a été pas centralisé complètement, mais en tout cas ça a été commandé et livré, gel hydroalcoolique évidemment, des gants surtout pour les médiathèques, et puis des plaques en plexiglas pour les publics qui sont en situation d'accueil, enfin pour les agents qui sont en situation d'accueil. La facture totale, 8 000 € TTC, je mentionne le TTC parce qu'on supporte la TVA en Allemagne. Voilà, donc on est parti, on a commandé 3 600 masques, 3 masques par jour pour les personnes en contact avec le public. Voilà, donc en fonction des différentes antennes, des dates de déconfinement et du rythme de reprise, on considère que les antennes doivent pouvoir tenir entre 1 et 2 mois avec ces stocks de gel et de gants à usage unique. Voilà, il peut être pertinent d'identifier des fournisseurs. Les délais de livraison peuvent être parfois un petit peu longs, donc ça peut être pertinent. Les protocoles sanitaires, ils sont simplement en fait, les règles sont fixées par les autorités locales. Donc nos instituts sont présents dans 8 Bundesländer et donc les consignes ne sont pas toutes les mêmes partout. Globalement, la distanciation sociale est imposée, 1,5 mètre. Le port du masque n'est jamais obligatoire, mais il est recommandé dans les salles de classe.
Dans les magasins, par contre, il est obligatoire de porter un masque. Dans les transports en commun également. 5 mètres carrés par personne, ça concerne 2 de nos instituts, notamment Cologne. Le collègue en a parlé, donc c'est voilà, 1,5 mètre par personne, plus 5 mètres carrés par personne. Donc ça pose des problèmes de capacité dans les salles. Je vais aborder ce point un peu plus tard. Tenue d'un registre des personnes entrant dans l'établissement. Alors sur la partie cours, hein, qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un suivi strict des présences. Nous, on le fait en ligne sur Arc-en-Ciel. Donc on est capable de dire telle personne était présente à l'institut, l'enseignant compris. Ça permettra donc de remonter, d'identifier la chaîne d'infection. Tout ça, c'est en ligne dans le logiciel Arc-en-Ciel. Je vous détaille pas le reste parce que ça a été plus ou moins évoqué par les collègues. Peut-être simplement le picking, tout ce qui est flyer, brochure, dépliant, les espaces de pause, les fauteuils, les chaises, les tables basses, tout ça, ça a été supprimé, disparu ou rendu inaccessible, évidemment, pour éviter que des zones de contact des surfaces soient contaminées. Pas de photocopie, les apprenants à leur propre matériel, interdiction de déplacer les meubles, etc., etc. Ça, c'est essentiellement imposé par les autorités locales. Quelques images, vous pouvez voir en haut à gauche un collègue caché derrière sa visière. C'est un service d'accueil des cours à Berlin. En haut à droite, des plaques en plexiglas sur un bureau d'accueil, c'est à Stuttgart. En bas à gauche, une collègue avec une visière à Düsseldorf. Et à droite, voilà, réaménagement des salles de classe sur un petit groupe. Ça doit être un cours trio, donc avec 3 élèves. Et les distances sont respectées et l'enseignant porte un masque ainsi que les participants. Je reviens pas sur les questions de ventilation des salles de classe. Ça doit être fait à peu près toutes les heures, régulièrement. Voilà. Notre service de com, c'est aussi un point qui peut s'anticiper. Notre service de communication a eu le temps de concocter quelques affiches imprimées à différents formats ou stickers, etc. Donc, ont été envoyées à nos instituts et diffusées et collées au mur. Voilà. Les protocoles sanitaires ont été rédigés en français et en allemand. Ont été communiqués aux enseignants indépendants, en théorie donc affichés dans les instituts, pas envoyés aux élèves par contre, à ma connaissance. La question qui se pose ensuite, il me reste quelques minutes, même si on est en dépassement, quel cours faire reprendre en présentiel? En fait, là, on se rend compte à notre niveau que la mécanique, elle est assez simple. Pour respecter la distanciation sociale, on doit revoir la capacité des salles. Une salle qui pouvait accueillir 12 élèves, peut-être qu'elle pourra n'en accueillir que 6 ou 7. Et c'est relativement simple, dans le sens où tous nos cours ayant basculé en ligne, et étant la plupart du temps au-delà de la capacité de la nouvelle capacité des salles à accueillir avec ces règles de distanciation, en fait, il est facile d'identifier les cours qui vont devoir rester en ligne. Et si on n'a pas de salle à plus de 7 élèves, ce qui est le cas dans certains instituts, tous les cours qui sont au-delà vont rester en ligne. On leur parle même pas du sujet, ou on peut leur expliquer qu'on peut pas les accueillir. Et pour le reste, c'est géré cours par cours. Et directement discuter avec les entreprenants et enfin avec l'enseignant et les apprenants. Ensuite, la reprise en présentiel, on n'a pas considéré qu'elle était un absolu, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus d'essayer de vraiment trouver des solutions très compliquées. Parfois, des salles de spectacle ou des galeries ont été mobilisées pour que les cours s'y déroulent. Mais dans la mesure où les cours en ligne fonctionnent bien, voilà, souvent, il était aussi pertinent de les maintenir. Évidemment, le maintien des recettes dans tous les cas, ça c'est aussi un impératif. Ça c'est un point extrêmement important. Hein, c'est les enjeux financiers. J'en reparle un tout petit peu plus loin. En aucun cas, on pouvait considérer que voilà, un cours de 7 personnes en ligne, 5 souhaitent revenir et on va être obligé de rembourser les 2 autres. On peut pas le faire. On a eu des pertes importantes sur mars-avril et mai encore un peu, et ça va nous affecter jusqu'à la fin de l'année. Donc le cours ayant commencé en ligne, c'est pour ça que je mets un point sur les vigilances, de vigilance sur les conditions générales de vente. Le cours ayant commencé en ligne, et puis s'il est maintenu en ligne, l'élève a payé son cours. Si le cours reprend dans l'institut, on n'a pas de remboursement à gérer. On essaie vraiment d'éviter ces questions-là. Voilà, donc quel cours faire reprendre en ligne? La nouvelle capacité des salles
permet de très rapidement d'exclure une grande majorité des cours qui sont au-delà en nombre de participants, et pour le reste, idéalement, obtenir l'unanimité des élèves. Les cours individuels et duo-trio, donc le secteur le plus touché en termes de recettes pendant la crise. Les cours reprennent assez rapidement. La plupart du temps, ce sont les premiers cours qu'on a fait reprendre la première semaine. Ça nous permet de tester le dispositif sans avoir des flux importants dans l'institut. Souvent, ça s'est fait de manière progressive. Les cours collectifs reprenant souvent plutôt une semaine après les cours individuels. Très rapidement, comment communiquer sur la reprise de l'activité en présentiel? Alors, c'est pas une leçon que je vous donne, hein, c'est la question qu'on s'est posée et on s'est un petit peu arraché les cheveux pendant 2 mois sur ces questions-là parce que c'est extrêmement compliqué. Sur les enjeux site internet, on a essayé de mettre des messages sur les pages du site internet. Donc notre site internet couvre en fait 10 instituts aussi. Chaque institut a son site. Mais c'est extrêmement mal tombé. Cette crise est arrivée au moment où on était en train de finaliser la nouvelle version de notre site internet. Et cette version du site internet a été mise en ligne hier. Donc impossible de faire des optimisations sur le site qu'on allait abandonner. Donc on a essayé de bricoler ce qu'on pouvait. Essentiellement en modifiant, alors nous on est connecté avec Arc-en-Ciel, c'est-à-dire que nos cours s'affichent automatiquement les uns après les autres sous forme de liste dans Arc-en-Ciel, et donc on a modifié le titre des cours et la description de chaque cours. Pour chaque cours il y a un descriptif de manière à faire passer à ce niveau-là les messages. On recommande, si on avait pu le faire, on le ferait. En tout cas, on est en train de travailler à ce dispositif-là sur notre nouveau site. Un bandeau transversal rouge sur la page d'accueil avec un lien cliquable qui permettrait de renvoyer vers une page d'explication. Ça attire l'attention et ça permet vraiment de faire passer les informations. Évidemment, le mail, newsletter, le canal le plus efficace, ou cours par cours depuis AEC, Arc-en-Ciel. Sur les réseaux sociaux, là, sans mettre de budget sur les informations qu'on publie sur la reprise des cours, on va toucher au maximum, grand maximum 15% des abonnés, puisque votre message ne sera pas vu par tout le monde de loin. Donc, c'est pas réellement un canal d'information efficace, les réseaux sociaux. Encore une fois, les portées sont extrêmement limitées. Si vous ne mettez pas de budget, d'argent pour promouvoir ces informations-là. À notre niveau, la communication est généralement centralisée, les dépenses sont fichées avec 1 an d'avance. On a évidemment désactivé nos actions sur Facebook au moment où la crise a démarré, mais ensuite on les a relancées progressivement. Donc on n'a pas changé grand-chose à notre dispositif, sinon que les messages ont été ajustés à la crise et au type de cours qu'on proposait. Ensuite, Google Ads, c'est un dispositif qui va nous accompagner là pour le déconfinement. Donc, avec notre nouveau site internet, on va pouvoir ajuster les mots-clés pour pouvoir communiquer plus efficacement. Donc là, c'est notre contexte particulier, mais on est content que ce nouveau site plus performant soit présent et disponible aujourd'hui. Alors, on a aussi, pendant cette période de crise, travaillé à notre campagne de communication 2020-2021. Et en échangeant avec notre agence de com, voilà, il nous a été fortement recommandé d'intégrer dans notre prochaine campagne de publicité de promotion des cours, c'est une vidéo qui fera 30 à 40 secondes. Vous voyez en haut le storyboard. Donc, on a convenu avec notre agence de com d'intégrer à la fin du film un disclaimer, un écran qui annonce que, évidemment, l'Institut français d'Allemagne respecte de la manière la plus stricte les règles d'hygiène qui sont imposées. Et dès que les règles d'hygiène sont levées, en fait, on a une deuxième version de notre film promotionnel qui sera diffusée sans ce disclaimer, mais d'une manière générale, il est important de pouvoir l'intégrer discrètement. Je pense qu'il n'est pas utile d'en faire des tonnes. Je pense que tout le monde est bien au courant de la situation et se déplace dans des lieux fermés, magasins, cabinets médicaux, etc. Donc, mais en tout cas, l'intégrer, juste signaler que on est vigilant. Peut-être précision, on a, pendant cette période de crise, continué à communiquer, mais essentiellement communiquer à nos apprenants, c'est-à-dire les informer essentiellement. À partir du moment où on rentre dans une logique de déconfinement, évidemment, on repart sur des objectifs d'acquisition de nouveaux clients. Donc là, on a recentré un petit peu nos budgets et nos efforts et notre temps sur l'acquisition de nouveaux clients.
puisque les pertes ont été quand même sérieuses. Alors, nos instituts sont déconfinés progressivement, et quels sont les premiers résultats qu'on peut observer? Donc une reprise progressive des cours en présentiel. Selon les instituts, de 10 à 50% des cours ont pu reprendre, et selon la capacité des salles. Certains instituts ont des petites salles, donc tout est resté en ligne. On constate une reprise sensible des inscriptions sur les cours d'été. C'est une période importante. On propose souvent des cours intensifs pendant l'été. Sur les cours entreprises, on commence à constater un frémissement de commandes, et des entreprises qui n'avaient pas souhaité basculer en ligne et rester en présentiel, voilà, commencent à nous solliciter pour reprendre des cours progressivement, doucement, et le nombre de commandes commence à sensiblement augmenter. Même chose sur les cours individuels. On sent réellement, cette semaine, là, on va certainement doubler le volume des ventes par rapport à la semaine dernière, et puis au mois d'avril notamment. Donc, c'est assez immédiat. C'est pas un raz-de-marée de loin, mais en tout cas, on sent réellement une reprise de l'activité assez rapidement. Petit topo sur les classes virtuelles, c'est un produit qu'on a lancé l'année dernière, les classes virtuelles. Évidemment, on a une augmentation très très importante en mars, avril et mai déjà, dans un contexte plus que favorable. Faut-il continuer de proposer des cours en ligne? Alors, la réponse à notre niveau, c'est oui, 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 et encore oui, parce que le déconfinement est progressif, donc l'avenir est très incertain sur le maintien des règles de distanciation. On constate ensuite des changements de comportement face à la formation en ligne, alors à tous les niveaux, hein, au niveau des agents, au niveau des enseignants, au niveau des publics. Ils ont été un peu contraints d'y goûter ou de s'y mettre, et donc, l'approche par rapport au fait de consommer un cours en ligne en classe virtuelle, il change aussi. Là, on parle surtout de classe virtuelle à notre niveau. Et une programmation à repenser, évidemment. On a décidé de renforcer notre offre sur les scolaires. Beaucoup d'écoles ayant eu un rythme soit très calme, soit à mi-temps ou un peu plus soutenu selon les régions d'Allemagne, c'est très différent. On a décidé de renforcer notre offre en présentiel et en ligne sur l'été. Donc là, c'est en ligne sur notre site et où ça va commencer à l'être. Et puis, on va vraiment pousser cette offre sur l'été de manière à ce que les élèves puissent rattraper un peu leur retard pour la rentrée. On a maintenu une offre de cours collectifs pour les adultes. C'est 80% de nos publics adultes. C'est-à-dire que on est parti aujourd'hui du principe que les règles de distanciation sociale seront en place encore en septembre, et que notre offre de cours, généralement, on la publie, elle est disponible sur notre site internet 3 à 9-12 mois avant la date de début des cours. 9-12 mois, parce que certains cours sont un peu spécifiques et se commandent longtemps à l'avance. En tout cas, un minimum de 3 mois avant, nos cours sont publiés et les personnes peuvent déjà s'inscrire. Donc là, connaissant la capacité des salles et notre capacité à ouvrir un certain nombre de cours en présentiel en fonction de la capacité, alors on programme d'emblée ces cours en présentiel, donc à choisir lesquels. Il y a aussi des personnes à risque, des cours où les publics sont plus âgés, donc on ne va pas forcément les faire revenir à l'institut. Et on va mettre, alors on a décidé de retarder un petit peu la publication de nos cours au-delà du 15 juin, mais ensuite, à partir du 16 juin, on devrait être en mesure de promouvoir nos cours de la rentrée septembre-octobre, avec une partie en présentiel et le maintien d'une partie des cours en ligne. Ensuite, évidemment, une volonté de capitaliser sur ce qui s'est passé les 2 derniers mois. La transition numérique, elle a été brutale, forcée, mais en même temps, il y a des acquis, réellement. On avait bénéficié d'Apollon pendant 3 mois, on va renouveler donc à partir du 19 juin. Former les agents, alors quand je signale ici les enseignants, ils sont indépendants, on n'a pas le droit de les former, ils s'auto-forment, en tout cas on informe et puis on partage l'expérience autant que possible. Et puis on travaille au développement d'une offre de cours 100% à distance, qui sera une offre fédérale avec qui s'appuiera pas sur les parcours et les progressions pédagogiques de nos antennes, mais qui sera diffusée sur l'ensemble du réseau, et on espère pouvoir la déployer à partir de septembre-octobre. Donc ça va pas venir cannibaliser notre offre, puisqu'on va s'adresser à des publics différents, et puis l'Allemagne, c'est un marché de 80 millions d'habitants. Il y a de la place réellement pour promouvoir cette offre auprès des publics qu'on aura ciblés et dans les régions qu'on aura ciblées, donc essentiellement sur Facebook et Google Ads.
Et un dernier point important, pourquoi faut-il continuer de proposer des cours en ligne? C'est une nécessité d'un point de vue financier, tout simplement. Globalement, on a estimé que par rapport à notre prévision 2020, les recettes de cours vont baisser de 24 à 25%. On espère un peu moins, donc c'est assez important. Je prends un exemple, à l'Institut français du Düsseldorf, on a 4 salles de cours seulement et avec une possibilité d'avoir 7 personnes dans la salle de cours. C'est un institut qui va tourner généralement entre 9 et 10 personnes par cours sur 2019. Ça signifie que pour chaque cours, on perd 2 à 3 inscriptions dans le contexte où on maintient le volume de cours. Donc la perte à activité constante en nombre de cours, elle est mécaniquement de 30 à 40%. Évidemment, on ne peut pas accepter de faire ce constat sans réagir. Donc, il est nécessaire de continuer de proposer des cours en ligne pour nos publics, mais aller chercher aussi de nouveaux publics dans des nouveaux territoires. Et c'est là que la com va venir en appui. Martin le signalait tout à l'heure. Il faut avoir la capacité de développer ces nouveaux publics et de rentrer ces nouvelles recettes. C'est une nécessité vraiment absolue pour nous en Allemagne. Voilà, j'ai essayé de tenir en 13, 14, 15 minutes. J'espère que je n'ai pas débordé. J'avais noté peut-être au fil de l'eau qui nettoie les salles. Une question avait été posée. Je crois que c'est les agents de l'Institut qui s'occupent de nettoyer les salles. La gestion des flux, on ne fait pas revenir tout le monde en même temps à la même heure. Parfois, certains cours sont décalés pour éviter que les élèves se croisent. Globalement, les instituts sont fermés. Les élèves viennent chercher leurs apprenants à l'entrée de l'institut, les ramènent. Et quand on le peut, en fait, on a une salle de classe dédiée à un enseignant. Et parfois, on fait en sorte que les personnes administratives soient sur un étage et les cours sur un autre étage. Voilà. J'ai fait vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane pour cette présentation. Donc si Martin et Simon peuvent également revenir, on va pouvoir voilà, commencer à parler sur de certaines questions. Alors il y avait une première question en fait qui était pour Stéphane, mais vous pourrez compléter sur les classes virtuelles. Est-ce que c'était des nouveaux apprenants? Ou est-ce que c'était des anciens, en fait, des réinscriptions? Ok. Donc, au-delà des cours collectifs qui ont tous basculé en classe virtuelle, donc c'était vraiment nos publics à nous. Quand je parlais tout à l'heure de vraiment une augmentation importante des recettes et des commandes sur la classe virtuelle, c'est aussi lié au fait que tous nos cours individuels ont basculé en classe virtuelle aussi. Certains cours entreprises ont basculé en classe virtuelle, c'est-à-dire qu'on n'a plus vendu de cours présentiels aux entreprises. Pour nous, c'est des produits différents au niveau de la gestion AEC. Et donc, on en a vendu plus à nos clients actifs, nos clients actuels, mais il y a également une nouvelle commande de nouvelles entreprises qui nous ont sollicité parce que c'était un besoin et que, à vous dire aujourd'hui en quelle proportion, c'est une analyse qu'on n'a pas eu le temps de faire. Mais en tout cas, on a aussi gagné de nouveaux clients qui cherchent ce type de produit de manière très claire. D'accord. Alors, Stéphane, tu as parlé sur que selon les types de cours, il y avait une rentrée qui était graduelle, enfin, que ça avait commencé par des cours avec les offres cours individuels ou duo et trio qui sont peut-être des choses assez spécifiques à l'Allemagne. Est-ce que c'est tous les publics en même temps? Et là, pour tous les trois. Et donc, est-ce qu'il y a eu une reprise des cours pour enfants, des cours adolescents, adultes, entreprises en même temps, qui ont été proposés en même temps? Oui, encore une fois, en étant vigilant sur la gestion des flux, en évitant que ce soit l'embouteillage dans les instituts. Mais en tout cas, nos cours enfants ayant plutôt lieu l'après-midi ou le samedi matin, certains ont repris. Alors, beaucoup avaient basculé en ligne. On avait des cours pour des enfants de 3 à 10 ans. Donc, on basculé sur Zoom. Ça se passe super bien. Et qui reprennent au fil de l'eau. Mais en tout cas, ça dépendait surtout de la capacité des profs à reprendre, de la volonté du groupe à repasser en présentiel. Donc ça, c'est voilà. En tout cas, on n'a pas défini un calendrier spécifique. Ça s'est fait un petit peu au fil de l'eau. Même chose pour les entreprises. Okay. Simon ou Martin?
Alors, nous, c'est la même chose. Les cours, nous n'avons pas en ce moment de cours enfants tout petits, donc les cours adolescents et adultes ont repris. Après, ce que j'expliquais, c'est que nous avons organisé l'emploi du temps pour éviter, nous avons modifié certains horaires pour éviter la présence d'un trop grand nombre de personnes dans les locaux de l'Alliance. Les locaux qui sont plutôt petits. Mais nous n'avons pas décidé d'attendre pour certains types de cours. Concernant les cours en entreprise, nous en avons très peu. Les cours ont lieu directement dans les entreprises et pour l'instant, ils n'ont pas repris. Ok. À Busan, nous n'avons pas, beaucoup d'étudiants pour que se pose un problème, de congestion dans les couloirs ou dans les salles de classe. On a un petit peu ce problème le samedi, qui est notre journée la plus active pour les cours en présentiel, mais pas en semaine. Il faut savoir que l'Alliance française de Busan, nous avons uniquement des cours pour adultes. Pas de cours pour ados ni pour enfants, parce que cela nécessite une licence spéciale en Corée. Et pour cela, il y a certaines conditions par rapport au bâtiment qui s'appliquent et que nous ne pouvons pas techniquement appliquer actuellement dans le bâtiment où nous sommes à Busan. De ce fait, nous avons uniquement des cours pour adultes. Ok. Une question sur, on voit donc que les cours à distance continuent. Pour ces cours en ligne, est-ce que l'enseignant continue de les faire depuis chez lui ou vient à l'institution pour faire ses cours à distance? Et est-ce qu'il y a eu un soutien au niveau de l'équipement des équipes enseignantes? Je réponds peut-être en premier à Busan. Donc, nous avons profité de la fermeture de notre Alliance française justement pour nous investir dans ce domaine-là, pour former des professeurs en interne. Nous avons investi dans du matériel, genre micro-casque, et nous faisons les cours à l'Alliance française. C'est-à-dire, le professeur, il est dans une salle de classe, il y est seul, et c'est de là où il se connecte, où il fait son cours. Donc, s'il y a quelque chose à voir derrière le professeur, eh ben, c'est l'environnement de la salle de classe, peut-être un bout d'affiche ou le tableau blanc. Ok. Alors, oui. Pour nous, nous privilégions le fait de continuer les cours en ligne, de continuer au domicile des enseignants. Malheureusement, nous n'avons pas le budget pour équiper nos enseignants et pour même aider nos enseignants d'un point de vue du matériel. Concernant, pour répondre à la question, certains enseignants, avec la réouverture de cours en présentiel, sont donc présents dans les locaux de l'Alliance et ils assurent certains des cours à distance de l'Alliance depuis lundi. Et donc nous, à ce moment-là, nous mettons bien entendu à disposition des enseignants le matériel nécessaire qui est présent dans l'Alliance. Okay. Oui, et rapidement pour l'Allemagne, les enseignants sont des indépendants, qui souvent travaillent aussi, depuis chez eux en ligne. Certains, pas tous. En tout cas, on n'a pas mis de matériel à disposition et en aucun cas on leur demande de venir à l'institut pour donner des cours. D'accord. Il y a eu la question du seuil de rentabilité qui est revenu à plusieurs reprises, que forcément dans des salles de classe, si on compte 5 mètres carrés par personne dans la salle, on va accueillir moins de monde. Comment on redéfinit ça? Alors, il y a eu un début de réponse avec Stéphane en disant certains cours, on les propose en présentiel et il y en a d'autres pas du tout, ils vont continuer en ligne. Est-ce qu'il y a je sais pas, est-ce que tu as des compléments là-dessus, Stéphane, et puis après pour Martin et Simon? Oui, en fait, la question s'est déjà posée quand on a basculé les cours en ligne, puisque tous les apprenants ne souhaitaient pas basculer nécessairement en ligne. Donc, on utilise, nous, en Allemagne, d'ailleurs, c'est intégré dans Arc-en-Ciel également, quelque chose qu'on a mis en place en 2010, déjà, ça remonte à un petit moment, ce qu'on appelle le coefficient recette-dépense.
On travaille avec des enseignants indépendants, donc en fait, ce sont des qu'on paye, donc ce sont des honoraires au niveau budgétaire, c'est pas de la masse salariale, donc c'est peut-être plus simple à gérer pour nous. Si un cours nous rapporte 1500 € de recettes et que le prof nous coûte 750, on est sur un coefficient de 2. Et au moment où la crise a commencé, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on baisse un petit peu nos seuils de rentabilité, à défaut de ne pas faire de chiffre d'affaires du tout. Et donc, on a baissé ce coefficient qui est traditionnellement sur les cours collectifs chez nous. Globalement, il est autour de 2,50, 2,60. On l'a descendu à 1,7. À 1,7, ça signifie qu'on est capable de payer le prof, de couvrir les charges de fonctionnement et de dégager une toute petite marge qu'on a descendue grosso modo de 10-12%. Et donc, mécaniquement, dans Arc-en-Ciel, quand on inscrit les élèves, on voit ce coefficient se redéfinir. Là, pour la reprise dans des cours en présentiel, ce coefficient est maintenu. Et à la marge, l'important, c'est que globalement, ce coefficient soit à 1,7. On peut avoir un cours à 2, en coefficient, puis un autre qui va ouvrir à 1,6 ou 1,5 parce que c'est un niveau débutant et qu'on souhaite vraiment qu'il reprenne. Donc globalement, on a un œil sur l'établissement, sur cet indicateur et on essaie de le maintenir à 1,7. Simon, peut-être? Je crois que c'est Martin qui répondait dans les questions que les cours, certains des cours n'étaient pas rentables ou n'étaient pas rentables pendant la période du confinement. C'est la même chose ici à l'Alliance. Et l'objectif, c'est de remplir les groupes. Je ne peux pas dire plus par rapport au taux de rentabilité ici en République tchèque. Mais c'est certain qu'on a perdu de l'argent avec le confinement, qu'on essaie petit à petit de regagner avec le déconfinement et le retour de certains étudiants. Le retour, juste pour préciser que le retour n'est pas automatique, et ça c'est important. Les étudiants qu'on a perdus au second trimestre, à la fin du second trimestre, préfèrent attendre le mois de septembre pour revenir. Donc ça c'est aussi à prendre en compte. Donc, par rapport à Busan, comme je l'avais dit tout à l'heure dans ma présentation, nous avons actuellement 60% de nos étudiants que nous devrions avoir normalement à cette période de l'année. Donc, ça fait autant de pertes au niveau des recettes que nous pouvons espérer. Nous travaillons également avec Arc-en-Ciel, donc il y a une visibilité sur les cours. Déjà, on a 2/3 des cours qu'on ouvre normalement, seulement 2/3 des cours qui sont ouverts. Et sur ces 2/3, je dirais la moitié des cours est rentable. Quand je dis rentable, on paye les frais du professeur, les salaires et avec éventuellement une petite marge pour les frais généraux. Donc, nous travaillons actuellement à perte. Heureusement qu'il y a le Delft-Alf que nous avons pu faire au mois de mai. C'est rentable, même si là encore, nous avons perdu de l'argent parce qu'il fallait doubler pratiquement la capacité d'accueil en termes de location de salle, donc avec un loyer plus important et une marge réduite au niveau des bénéfices. Mais en même temps, après 2 mois et demi de fermeture de notre alliance, de pouvoir commencer début mai, je suis presque heureux d'accueillir 60% de nos étudiants et je pense que le manque à gagner actuellement, c'est un moindre mal. On voudrait surtout maintenir le contact avec nos étudiants, notamment les plus fidèles, avant qu'ils changent complètement de projet, qu'ils fassent autre chose, qu'ils perdent de vue l'Alliance française. Donc voilà, j'espère maintenant que notre session d'été, juillet-août, voilà, va être bien. C'est une période où notamment les étudiants qui sont en vacances semestrielles à l'université en profitent pour faire un tour à l'Alliance française, pour s'inscrire dans les cours de conversation, pour pratiquer l'oral notamment. Donc voilà, ça sera un indicateur. Ok, merci pour ça. On parlait de la période des cours d'été. C'est effectivement une période qui est souvent assez spéciale, avec des cours spécifiques, avec un public aussi qui est différent. Quel va être l'impact au niveau de votre offre de cours d'été?
Peut-être réponse que j'ai un peu parlé de ce sujet. On a thématisé ce sujet avec les collègues il y a quelques temps, là, à peu près 2 semaines. On a estimé que la crise nous ferait perdre grosso modo environ 50% de nos recettes sur la période estivale, qui est une période qui est importante pour nous. Donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé de maintenir des cours en présentiel dans la limite des capacités des salles, mais de vraiment très fortement renforcer l'offre de cours en ligne. Donc, on pourra la pousser grâce à Google Ads, la rendre visible sur notre site internet, et puis on a notre campagne de com qui arrive fin juin et qui nous permettra aussi de nous donner de la visibilité. En tout cas, sur les scolaires, c'est vraiment important. C'est au début de l'été et on s'est rendu compte, enfin traditionnellement, on est fort sur les scolaires au début de l'été et à la fin de l'été. Juste avant la reprise de l'école. Donc, on va pousser. Ensuite, cette offre-là, elle est en ligne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on observe aussi de nouveaux comportements. C'est-à-dire que récemment, on s'est rendu compte, par exemple, sur des cours de notre antenne à Stuttgart, on avait des inscriptions qui venaient de Berlin, de Francfort et d'autres régions. Alors, c'est pas massif du tout, mais en tout cas, c'est l'inscription ou les 2 inscriptions supplémentaires qui permettent d'ouvrir le cours. Et donc, on promeut aussi dans nos newsletters à nos différentes bases, on leur signale qu'il y a tel cours en ligne qui peut être disponible dans telle antenne et on leur met un lien pour aller la découvrir. Pour Busan, je dirais, nous avons, avant la crise du coronavirus, nous avons essayé d'élargir la gamme de nos cours, d'offrir notamment des ateliers thématiques sur la phonétique, sur la chanson, sur certains sujets. Actuellement, avec le Covid, nous faisons marche arrière. Nous essayons de limiter d'éviter une trop grande offre de cours pour justement éviter qu'il y a trop de cours qui ouvrent et qui sont pas rentables et qu'il faut ensuite fermer et donc autant décevoir l'étudiant. Donc actuellement, nous essayons de nous reconcentrer sur la pyramide des cours. La pyramide, ça veut dire des cours débutants, le cadre européen commun, donc pour bien avoir suffisamment de cours afin que les étudiants puissent progresser normalement dans leur apprentissage et peut-être avoir ici et là un atelier en plus. Mais voilà un peu la démarche que nous envisageons. Et en parallèle, mais pas encore commercialisée actuellement, avec les cours en ligne, peut-être une approche individualisée, qu'on puisse à l'avenir offrir une sorte de tutorat à des heures extraordinaires, enfin, pour vraiment satisfaire un client avec des préférences ou des besoins très particuliers, mais qui est prêt de payer pour cela. Mais pour les cours de groupe, actuellement, reconcentration sur l'essentiel, je dirais. Simon ? Rapidement, pour l'offre de cours d'été, pour les adultes, nous offrons des cours en présentiel, des cours intensifs. C'est une offre traditionnelle que nous avons en été. Et nous avons insisté au niveau de la communication cette année sur le fait de venir à l'Alliance pour voyager en France. Les Tchèques n'auront sans doute pas la possibilité de voyager hors de leur pays pendant la période. Donc nous souhaitons les faire voyager à travers ces cours intensifs et ces activités qui seront davantage que des cours traditionnels. Et donc on insiste vraiment sur cette idée de venir à l'Alliance pour prendre du plaisir de partage et de découverte culturelle autour de la France et de la culture française. Ok, merci. Alors, peut-être une dernière question, parce qu'on a un petit peu débordé. Il y a, alors ça ne concernera pas Busan, parce qu'on a compris que les cours pour enfants, ça nécessitait des autorisations spéciales en Corée. Pour l'accueil du public des enfants, comment faire? Parce que se pose surtout le jeune public, les jeux, les livres, aller aux toilettes, l'accueil des parents aussi, ça peut entraîner des attroupements devant l'établissement. Est-ce qu'il y a un protocole spécial qui est envisagé?
Peut-être répondre sur ce point. Sont les mêmes règles qui s'appliquent chez nous et qui s'appliquent dans des autres lieux en fait. Donc le port du masque n'est pas une obligation. Les enfants dans les écoles sont pas. Alors les règles peuvent évoluer sensiblement en Allemagne, mais le port du masque n'est pas une nécessité absolue partout. Les règles de distanciation doivent être maintenues. Même chose pour les parents. Idéalement, on leur demande de déposer leurs enfants et ensuite de venir les chercher. Je pense que tout le monde est capable de le comprendre, de ne pas rentrer dans l'établissement autant que possible. Après, ça dépend où se trouve l'établissement. Ça dépend aussi les moyens de les faire attendre dans un endroit un peu sécurisé. Mais globalement, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent quand on va chez le médecin ou dans d'autres. Enfin, c'est des choses qui sont bien maîtrisées par les publics et qu'on applique, qu'on décline dans les instituts. Alors évidemment, peut-être essayer de limiter les contacts, les manuels et d'autres. Voilà. Donc globalement, nos cours reprennent, ça se passe assez bien dans le respect des règles qui sont mises en place sans trop de difficultés. Ok. Juste rapidement, nous n'avons pas en ce moment de cours avec des tout petits, avec des enfants, mais nous avons des cours avec des pré-ados et des ados. Les règles ont été expliquées aux parents. La question du masque a été expliquée aux parents, et donc ce sont les parents qui ont répondu à cette question du port ou non du masque pendant les leçons. Et concernant les respects des distances et les respects du nettoyage des mains à l'entrée de l'Alliance, nos enseignants sont chargés de faire respecter ces règles s'ils s'aperçoivent que les adolescents ou les préados rentrant dans l'Alliance ne l'ont pas fait. Okay. Oui, peut-être juste un dernier point, c'est effectivement un dialogue avec les parents. Une de nos enseignantes le disait dans son témoignage, certains enfants gardent le masque, d'autres ne le gardent pas. Et si l'ensemble des parents souhaitent qu'effectivement, c'est des choses qui sont traitées un petit peu en amont et normalement ça se passe relativement bien. D'accord. Merci beaucoup. Alors, il y avait d'autres questions. Il y avait des questions sur les certifications. Donc, c'est peut-être le moment d'annoncer que le webinaire de la semaine prochaine portera sur comment mener des sessions de certification. Actuellement, avec les contraintes que l'on a. Également, il y avait des questions sur la tarification des cours en ligne. Et il y a eu des réponses qui ont été apportées. Ça a été également abordé dans le webinaire sur comment mener une campagne de réinscription en ligne, et donc la question des certifications, des tarifications a été abordée dans ce webinaire-là. Et donc, un grand merci à nos 3 intervenants, donc, à Martin, à Simon, à Stéphane, pour leur présence aujourd'hui, pour avoir apporté des réponses précises et je pense très utiles. Et un bon courage à tous les participants qui vont avoir ces mêmes questions, qui vont se poser à eux. Et on espère pouvoir vous avoir apporté quelques éléments de réponse. Donc, à la semaine prochaine pour le dernier webinaire de cette série Coronavirus et FLE. On va basculer sur d'autres façons de vous accompagner, mais on sera toujours là, et d'autres webinaires vous seront toujours proposés sur EFProf. Donc, à très bientôt, et encore merci à nos 3 intervenants. Merci à vous, au revoir.